Bienvenue à votre émission Question directe et merci de votre fidélité. Nous recevons aujourd'hui Madame Fatou Sow Sarr, sociologue, directrice du laboratoire genre à l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Madame Sow, merci d'avoir accepté notre invitation. Le débat au Sénégal aujourd'hui, c'est les prix des denrées de première nécessité. On en parle un peu partout. Le gouvernement a décidé de faire ce qu'ils appellent l'homologation des prix. Pourquoi, à votre avis, cette homologation ne marche pas encore? Merci Alassane Samba de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette émission d'un très grand intérêt. Oui, la question des prix, c'est la question qui est à l'ordre du jour. C'est vrai, si nous constatons ce qui se passe et selon certaines informations ou l'observation tout simplement, des applications sont en train de se faire. Mais c'est vrai aussi que cette diminution des prix concerne les prix du détail chez les détaillants. Or, les détaillants, ce sont les populations les plus pauvres qui généralement utilisent ce prix au détail. Et il faut retourner dans la complexité du rapport entre le fournisseur, c'est-à-dire le boutiquier, le commerçant du coin et l'usager. Les populations pauvres, généralement, n'ont pas toujours la possibilité d'acheter au comptant. Mais ce fournisseur, du point de vue économique aussi, à partir du moment où il n'écoule pas son produit immédiatement, il y a un coût par rapport à ce différé. Parce que quand il a un sac de riz qu'il peut écouler en 2 jours et se faire sa marge, disons, de 2000 francs, il est plus intéressant pour lui, tous les jours, effectivement, tous les 2 jours, d'écouler sa production. Mais s'il est obligé d'attendre la fin du mois pour rentrer dans ses fonds, il a un manque à gagner. Et c'est ce type d'analyse ou de calcul que le petit commerçant fait, qui fait que les détaillants dans le quartier, c'est vrai, parfois prennent des marges énormes. Et en plus, ce prix du détail, ça dépend de quels produits alimentaires. Généralement, on le dit sur le riz. Mais le riz le plus prisé par l'ensemble des Sénégalais moyens, ce n'est pas sur ce riz-là, ce qu'on appelle quotidiennement le riz parfumé, qui en fait, c'est juste le concept de parfumé qui fait penser que c'est un riz de luxe, alors que ce n'est absolument pas cela. Donc, la question de la baisse des prix, il y a un élan qui est passé, mais je pense que la question du fond, c'est de voir quelles sont les causes structurelles et d'essayer de trouver des solutions qui peuvent durer, aller dans le long terme. Si nous avions, comme à l'époque des Sonadis, c'est-à-dire des systèmes de redistribution extrêmement importants, très larges, diversifiés, mais en même temps, il faudrait que le consommateur ne soit pas trop pauvre. Tant que le consommateur sera pauvre, il sera dépendant de ceux-là qui vont lui fournir ses services, que ce soit de manière directe, visible ou invisible. Donc le fond de la question, c'est la pauvreté du Sénégal. Si maintenant l'État veut s'y prendre, ce n'est pas, il doit, on n'est pas dans des régimes soviétiques, on n'est pas dans des pays de l'Est, mais de manière peut-être transitoire, faudrait-il qu'il se débrouille pour avoir des structures de distribution suffisamment importantes et élargies qui sont pour le compte de l'État, et à partir de ce moment, il pourrait s'en sortir. Mais tant qu'on est dans la logique du libre marché, c'est la concurrence qui marche. Il me semblera très, très difficile de le faire, mais les possibilités sont là. Je pense que le geste qui est fait, il mérite d'être analysé et d'être poursuivi, d'en faire une évaluation le moment venu pour voir quelles sont les directions nouvelles qu'il faudrait prendre pour s'en sortir. La solution pour vous, c'est de lutter efficacement contre la pauvreté. C'est la pauvreté qui est le fond. Il y a beaucoup de programmes qui ont été lancés dans ce pays, de lutter contre la pauvreté chez les femmes, chez les plus démunis, mais on n'arrive pas à s'en sortir. Oui, mais quand je parle de pauvreté, je ne parle pas... la pauvreté, faudrait-il qu'on la définisse. Moi, je parle de permettre à l'individu d'avoir des revenus suffisants pour lui permettre de faire face à ses charges. C'est d'abord d'avoir un travail ou d'avoir une activité qui lui permette d'avoir des revenus. C'est en fait ça la question. Ce n'est pas pour moi les formations, ce n'est pas les programmes collectifs. C'est de voir au niveau individuel, dans chaque famille, comment faire pour qu'il y ait suffisamment de personnes qui se lèvent le matin, qui peuvent, par la force de leur travail, par leur capacité, etc., ramener le soir des revenus dans la famille. Donc, quand je dis lutte contre la pauvreté, oui, c'est vrai, tous ces programmes-là ont bel et bien existé et n'ont pas empêché que plus de la moitié des Sénégalais aujourd'hui sont encore dans la pauvreté. Mais est-ce que le programme avancé par le gouvernement, les bourses familiales, vous pensez que c'est efficace? Les bourses familiales, je me suis déjà exprimée une fois sur cette question-là parce que je suis sociologue, mais je suis aussi travailleur social. Donc, c'est du point de vue professionnel que j'essaie d'aborder cette question. La bourse familiale en soi,
le principe est intéressant. Mais l'analyse que j'ai développée, c'est que l'idée du président de la République, c'était de dire, je vais faire des bourses familiales de 50 000 familles que je vais toucher par année, et à la fin du processus, j'aurai 250 000 familles. Et mon hypothèse est que si on reste dans la logique de bourse familiale en termes de dons de 100 000 francs, on est dans la logique de ce qu'on appelle dans le travail social la logique assistentielle. Et cette logique assistentielle fera que 50 000 familles seront assistées chaque année. Et au bout de 5 ans, on aura 250 000 familles assistées, mais qui continueront à être pauvres. Or, nous savons que tous les 10 ans, il y a 10% de plus de pauvres. Il y aura donc 5% de pauvres sur ces 5 ans-là. Nous aurons à peu près 295 000 pauvres, malgré les 250 000 familles touchées. Et l'idée est de dire, d'accord, c'est une bonne chose, c'est une base, mais à elle seule ne suffit pas. Faudrait-il le mettre dans un processus beaucoup plus global qui repose sur les programmes qui existent. L'État a des programmes de crédit. Ça veut dire que ces familles ciblées devraient être les familles prioritaires pour l'accès au crédit à investir dans des activités créatrices de richesse. En même temps, il faudrait que dans ces familles-là, elles soient dans le système du CMU qu'on est en train de mettre en charge, la couverture maladie universelle, qu'elles soient prioritaires. Ce qui fait que la famille, on sait que le budget de la santé grève lourdement les budgets des ménages pauvres. Donc, cela ferait encore des revenus en plus pour ces familles-là, ce qui leur permettrait, avec un encadrement, il ne suffit pas de leur donner ces 100 000 francs, il ne suffit pas de leur permettre d'avoir accès au crédit, mais il suffit aussi de les mettre en place dans un processus d'encadrement qui va les aider à une création, à des activités qui leur permettra une autonomisation économique. Et à cela, il faudra maintenant ajouter un contrat, une clause, que toutes ces familles bénéficiaires envoient leurs enfants à l'école. Parce que le premier moyen pour briser le cercle de la pauvreté, c'est l'éducation et la formation. Mais pour moi, la clause de les envoyer à l'école ne veut pas dire qu'on prend en charge l'éducation des enfants. Parce que j'ai entendu après quelqu'un dire, oui, nous allons prendre en charge l'éducation des enfants. Il ne faut pas tomber dans ces travers. Parce que les familles peuvent, le jour où l'enfant n'a pas de chaussures, n'a pas d'habits, dire, oui, on devait prendre en charge totalement mon enfant, on ne l'a pas fait. Mais ça veut dire le mettre dans ce contexte d'encadrement, lui donner ses facilités en termes de crédit, en termes de subventions ponctuelles qui sont ces 100 000 francs. L'encadrement qu'on met, tous ces investissements-là devraient normalement permettre chaque année de sortir 250 000 familles de la pauvreté. Et au bout de 5 ans, nous allons sortir 250 000 familles de la pauvreté, même si nous aurons un nombre encore de pauvres, parce qu'à cause de la croissance démographique, le nombre de pauvres continuerait à augmenter. Donc, c'est ce type d'analyse et de réflexion qu'il faut privilégier. Il y a des professionnels dont c'est le métier aussi de le faire. C'est vrai, nous pensons que c'est l'exemple du Brésil, mais on ne maîtrise pas la totalité des mécanismes au Brésil qui ont permis d'arriver à ce système-là. Il n'y a pas simplement le fait de donner